Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du catch. Et apparemment cette porte ne veut pas se fermer. Voilà. Donc pour la review de WrestleMania Backlash, donc le nom on est tous d'accord, il est complètement pourri, hein. Surtout qu'il n'y a aucun rapport avec WrestleMania, mais bon, voilà, c'est le nom qu'ils ont donné. Donc on a eu 6 matchs. Personnellement j'ai aucune idée de ce qu'il y a eu dans le kick-off et honnêtement je regarde jamais le kick-off donc je m'en fiche. Même si j'ai juste vu un moment sur une petite vignette que Dominic Mysterio s'était fait agresser par Dolph Ziggler et Robert Woods. C'est tout ce que je sais sur ce qui s'est passé pendant le kick-off. Donc le premier match, on avait Asuka contre Charlotte contre Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw. Du coup on a eu à la fois des bons trucs, parce que le match en lui-même était pas trop mal, par contre le final était nul à chier. Et on va y revenir petit à petit. D'abord j'ai noté ce qui était bien, c'est Rhea Ripley qui est montrée assez forte en résistant au coup d'épaule de Charlotte Flair, donc Charlotte Flair qui prend de l'élan dans les cordes pour ensuite mettre des coups de corde, donc vu sa carrure et sa force, voilà, le fait que Rhea Ripley résiste c'est pas mal, ça montre que voilà, ils veulent la montrer forte. Et on a une soumission, une soumission d'Asuka sur Charlotte Flair qui était assez impressionnante, puisque en fait, vous savez, quand les catcheurs, les voltigeurs, ils attrapent l'adversaire avec les jambes par la tête, qui font moitié une pirouette, que l'autre il balance comme ça, et ben là, Asuka fait une sorte de prise comme ça, mais en enchaînant directement sur une soumission, ce qui était vraiment cool. Ensuite, Asuka qui fait un dropkick de la 3ème corde sur Rhea Ripley, donc vraiment pas mal aussi. Moonsault de Charlotte Flair, donc sur le salto arrière de Charlotte Flair depuis la 3ème corde à l'extérieur du ring sur Asuka et Rhea Ripley, donc là vraiment chapeau. Ensuite une double suplex de Asuka et Rhea Ripley sur Charlotte Flair, donc sur Charlotte Flair qui était sur la 3ème corde. Voilà, qui était plutôt pas mal, même s'il y a eu un petit truc un peu bizarre, parce qu'au début on a Asuka qui met un coup de poing dans le dos de Rhea Ripley, et ensuite qui se met à côté d'elle pour faire toutes les deux une suplex sur Charlotte. C'était un peu bizarre, mais bon, la prise était quand même pas mal. Et ensuite il y a une prise, alors c'est une prise de Charlotte Flair qui fait partie de ces prises finisher, signature move là. Quand elle prend de l'élan dans les cordes et elle fait une sorte de... ça mélange entre un bulldog et une sorte de salto, parce qu'elle passe à la base au-dessus de son adversaire avec la tête et qui s'écrase sur le sol, donc un mélange de bulldog un peu bizarre. Et là du coup Charlotte Flair le fait sur les deux adversaires en même temps. Ensuite... ensuite c'est la fin un peu pourri, parce que bon, Asuka prend pas mal le dessus, défonce un peu tout le monde. Ensuite à un moment elle voit Charlotte Flair qui est sur le tablier prêt à remonter dans la ligne, du coup elle fonce vers elle se prend un coup de pied dans le ventre de Charlotte Flair. Ensuite Rhea Ripley attrape Asuka, elle fait son finisher, elle fait le tomber et gagne le match. Donc ça, ce n'est pas un problème, parce que pour moi Rhea Ripley ne devait pas perdre le match, pas perdre le titre maintenant. Mais ce qui est bizarre, c'est Charlotte Flair. Parce qu'après, tu vois Charlotte Flair à genoux à côté au niveau du tablier, en mode enragé, j'ai perdu. Alors que, elle avait clairement le temps de contrer le tombé. Parce qu'en mettant le coup de pied à Asuka, elle n'a pas pris de coup, donc techniquement, elle pouvait directement rentrer dans le ring et briser le tombé. Ou même si en tapant dans Charlotte et qu'elle s'était pris une petite impulsion, elle aurait pu remonter dans le ring directement, et je comprends pas cette fin, honnêtement, elle est très bizarre. C'est... Ouais, non, je la trouve vraiment nulle à chier, quoi. À la limite, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que Asuka dégomme Charlotte Flair, que Charlotte Flair tombe en dehors du ring, et puis que du coup elle se prenne le fichier de la replay en se faisant prendre par surprise et perdre comme ça, parce que là il y a rien de crédible, puisque Charlotte Flair dans tous les cas
qu'elle ait mis le coup de pied, elle aurait pu remonter directement dans le ring, rentrer directement dans le ring. Et même si avec une impulsion, elle était tombée hors du ring, elle aurait pu remonter directement vu qu'elle n'a pas pris de coup. Donc voilà, c'est une fin de match un peu bizarre, mais avec quand même la bonne victoire. Ensuite, en deuxième match, on a Robert Wood et Dolph Ziggler, donc contre les Mysterio, donc d'abord juste Rey Mysterio et ensuite Dominique le rejoint pour les titres de SmackDown. Donc là, on a une fin logique, mais on va quand même raconter un peu les meilleurs trucs qui se sont passés. Donc j'ai mis un splash de Rey Mysterio sur Ziggler, donc ça il le fait de temps en temps, et je trouve toujours ça assez amusant, où en fait il prend de l'élan dans les cordes, il glisse, donc là il glisse entre les jambes de Robert Wood, et en fait il atterrit en dehors du ring en splash sur Dolph Ziggler, donc je trouvais ça assez sympa. Ensuite Robert Wood qui envoie Rey Mysterio à l'extérieur du ring, donc c'est comme s'il nous refaisait un peu la même que sur cette prise, sauf que juste avant l'atterrissage il se prend un kick de Dolph Ziggler, donc c'était assez impressionnant. Ensuite on a Dominique blessé qui revient au ring pour faire le tag avec son père, donc un peu plus tard parce que Rey Mysterio prend quand même très cher. En même temps il commence en 2 contre 1, donc forcément il est désavantagé. Ensuite, à un moment, on a Dolph Ziggler qui s'apprête à faire un super kick à Dominic Mysterio. Au final, c'est lui qui en reçoit en pleine tronche. Ensuite, Rey Mysterio qui fait un 619, donc c'est sur Robert Wood, je crois. 619 suivi d'un splash de Dominic Mysterio pour la victoire. Et du coup, voilà. Et du coup, après le 619, on a un petit splash de Dominique et du coup ils remportent le match tous les deux et du coup ils deviennent les premiers de l'histoire à devenir champions par équipe, père et fils. Et du coup je trouve ça vraiment génial. Bon, on s'en doutait très bien que ça allait être le choix de la WWE de faire gagner Rey Dominique, puisque c'est une première dans l'histoire de la WWE. Donc ça paraissait logique et j'en suis plutôt satisfait. Donc là, je vais vite fait aller manger et je vais revenir avec la suite un tout petit peu après. Allez, à tout à l'heure. Eh oui, me revoilà. J'ai enfin fini de manger. J'espère que ça ne se voit pas du tout. Donc on va reprendre directement avec le troisième match. Alors qui est très bizarre. C'est le match entre The Miz et Damian Priest pour rien du tout en fait, ça y est, parce que c'est la stipulation qui est spéciale, c'est un Lumberjack match. Normalement le Lumberjack match c'est un match des bûcherons, ce qui veut dire que normalement tu as des catcheurs qui sont autour du ring, et en fait quand tu es expulsé du ring, ces catcheurs-là sont là pour te choper et te remettre dans le ring. Tu ne peux pas fuir. C'était le principe, quand Daniel Priest a choisi cette stipulation, c'était dans cette optique-là que The Miz ne puisse pas fuir. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de catcheur. On a eu des zombies. Ouais, des zombies. Dans un match de catch. Encore, je veux dire, on aurait été en 2021. Qu'est-ce que ça change l'année? On aurait été pendant la période d'Halloween. À la limite, j'aurais pu comprendre parce qu'il y a encore un truc à la fin avec Cesaro, c'est super étrange. Enfin, c'est super étrange. On sait que Zack Snyder derrière, il a quand même aligné du fric pour qu'on fasse beaucoup de pubs sur lui. Parce que on va pas me dire que Zack Snyder n'a pas donné de fric, parce que j'ai vérifié en fait si la WWE n'était pas producteur. Si la WWE était producteur ou non du film Army of the Dead, là, le nouveau film de Zack Snyder qui sort sur Netflix, parce qu'on se tape tout le temps des pubs. Alors c'est pas vraiment des bandes d'annonces ou des trucs comme ça, mais dès que t'as comment on dit, quand il remontre une scène ou un truc comme ça, t'as toujours le Army of the Dead au-dessus, machin, pour bien donner envie aux gens d'aller regarder le film, alors que le film il sort quand même le vendredi, donc il y a quand même une petite semaine à attendre avant de le voir. Et notamment, personnellement, moi j'irai le voir, même si je pense que ce sera un beau nanar, parce que je connais Zack Snyder, il fait des beaux films, alors niveau écriture, c'est une daube, hein, faut le dire, hein. Niveau écriture, ces films ils sont nuls, hein.
Vraiment, les films les mieux écrits qu'il a fait, c'est quand c'est pas lui qui écrit les films en fait. Voilà, c'est un peu dommage, hein. J'aime pas être méchant envers les gens, mais Zack Snyder c'est ça. Et puis quand on voit les gens qui crient au génie devant Justice League, la Snyder Cut, alors que c'est rempli de défauts, alors certes ça améliore le film de Whedon entre guillemets, mais ça n'empêche que Zack Snyder n'a pas réussi à pallier ses propres défauts, du coup qu'on retrouve dans cette version. Mais de toute façon, on parlera des films du DCEU en général, donc même ceux qui ne sont pas canons, comme Justice League, Snyder Cut ou le Joker et tout, ou le dernier Batman là, on en parlera quand même parce que voilà, même si c'est un gros bordel, comme la Snyder Cut c'est quand même la version director cut de la version de base, on en parlera quand même, mais bon, là c'est pas le sujet. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai remarqué que la WWE n'était pas producteur du film. Donc après vous pouvez me dire oui mais il y a Batista dans le film. Oui mais Batista n'a plus du tout de contrat, que ce soit en tant qu'agent libre ou quoi que ce soit. Batista n'a plus aucun contrat avec la WWE. Pour l'instant on sait que Batista va revenir uniquement pour être intronisé au Hall of Fame. C'est la seule raison pour laquelle on est sûr de revoir Batista dans un ring, c'est pour être intronisé au Hall of Fame, puisqu'il devait être cette année, un truc comme ça, et au final il a demandé à être intronisé au Hall of Fame un peu plus tard. Mais actuellement, Batista ne veut pas retourner sur un ring. En même temps, là, il a encore les Gardiens de la Galaxie. Enfin, je pense qu'il est peut-être fini de tourner, Gardiens de la Galaxie 3. Parce que les Gardiens de la Galaxie sont dans Thor 4, les Gardiens de la Galaxie 3, puis bon, ce film-là, et puis il doit sûrement faire d'autres films à côté, donc il n'a pas le temps d'aller catcher, quoi. Donc, certes, il y a un petit peu ce côté, on fait de la pub pour un de nos anciens champions, une des grosses stars de catch. Mais voilà, c'est quand même un peu, tu dis, c'est quand même un peu bizarre de faire de la pub partout à droite à gauche. Sauf que là où ça montre qu'il y a quand même du pognon qui a été offert à WWE, c'est qu'on n'a pas que des zombies pour dire allez hop on vous met des zombies, parce que regardez il y a Army of the Dead qui sort vendredi prochain sur Netflix pour tout le monde dans le monde entier, ou à moins qu'il ait peut-être sorti, non, enfin sur internet en tout cas ils disent que sur Netflix il sortira partout sur toutes les versions de Netflix dans le monde en même temps. Donc on verra. Mais oui, de toute façon, j'ai vu, oui, Netflix a racheté les droits, donc techniquement, quand Netflix rachète les droits d'un film, il sort pas au cinéma. Mais voilà. Et le truc, c'est que j'ai regardé la production. En fait, dans la production, c'est une société qui a été créée par Zack Snyder, une autre personne et sa femme. Donc là, on peut pas dire que Zack Snyder... Ça continue. Il y a des gros problèmes avec le 4x4, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de cambrioler des véhicules à côté de chez nous. C'est juste que on a un 4x4 qui a besoin de plein de réparations, et notamment il y a des moments comme ça où quand on essaye de l'ouvrir, l'alarme se met à sonner. Donc, voilà, c'est un peu galère, mais bon. Mais du coup voilà, Snyder en plus maintenant... il se prend un peu pour le boss du cinéma, alors qu'au final, il n'arrive pas à la cheville d'un Spielberg ou d'un Jackson ou d'un Cameron, d'un Scorsese et tout ça, mais bon, il se prend un peu pour le boss, mais bon. Et du coup, il a offert une tonne de fric à la WWE pour qu'on lui fasse pas mal de pubs, parce que pendant ce match, en fait, on a des zombies, mais pas n'importe lesquels zombies. On retrouve à peu près les mêmes qu'on trouve dans la bande-annonce de Army of the Dead, parce que je l'ai vu 2-3 fois la bande-annonce, et notamment il y a un plan où tu vois une sorte de tour qui tombe sur un zombie Elvis. Et ce zombie Elvis, on le retrouve parmi les bûcherons. Donc déjà ça fait un point en plus qui montre que c'est pas n'importe quel zombie, mais bien ceux du film qui sont présents. Et de deux, tous les décors, donc vous savez normalement depuis le Covid il y a tous ces écrans là, ils ont tous été éteints, donc on ne voit pas le public, mais l'ambiance en fait c'est l'ambiance du décor du film
Voilà, un côté très... Parce qu'ils sont à moitié dans une sorte de désert et tout, parce que je crois qu'ils sont en Californie, donc ça fait très désert et tout, là où ils sont. Et il y a un peu cette ambiance-là sur les écrans. Donc voilà, c'est pas... Il y a un film avec Batista, Army of the Dead qui sort, donc on met 2-3 zombies, histoire de dire, hey, regardez le clin d'œil. Non, c'est... Il y a eu clairement un gros pot de vin qui a été donné pour faire vraiment une énorme pub au film, parce que je pense que Zack Snyder sait très bien que son film ne sera pas un grand film, et que voilà, il a besoin de gens plus puissants que lui pour faire de la pub à son propre film. Et du coup, la WWE, c'est un choix logique, puisque Batista est un ancien catcheur à WWE. Donc, si la WWE accepte de faire cette pub avec des gens qui ont pu être fans ou non de Batista, les fans de Batista, eux, ils vont se dire, ah bah tiens, ouais, notre catcheur, là, il va faire un film, hop, on va aller voir. En plus, un film qui n'est pas un Marvel, mais avec des zombies, donc ça peut donner envie. Moi, personnellement, le film, je vais le voir juste pour Batista. Je le dis, voilà, comme je le dis, Zack Snyder, c'est un réalisateur que j'aime pas, parce que ses scénarios sont toujours très mal écrits quand il les écrit. Mais voilà, il a toujours des très belles images, les zombies ont plutôt des bons effets spéciaux, mais j'y vais principalement pour Batista, quoi. Le reste, j'en ai un peu rien à faire. Mais bon, on va quand même rentrer dans le match en lui-même, parce que bon, on est un peu dans une grosse digression. Donc voilà. Donc j'ai mis, voilà, du coup avec les zombies, John Morrison fuit le match. Voilà. On a un moment The Miz qui porte un figure for lock, donc c'était la prise de soumission de Ric Flair. Voilà. Ensuite The Miz et Priest à un moment décident de dégommer les zombies. À un moment ils se trouvent tous les deux en dehors du ring et au final au lieu de se taper dessus, ils décident chacun de taper des zombies. Mais c'est même pas pour éloigner les zombies les plus proches, là, ils vont vraiment dégommer tous les zombies qui sont là. Ok, on me demande pourquoi. Ensuite, ils rentrent tous les deux remontent tous les deux dans le ring. The Miz arrive en mode, hey, vas-y, on fait un high five, en mode, voilà, je vais t'attaquer en trade, sauf que Damien Priest l'a très bien vu, on connaît The Miz. Hein. On a The Miz qui arrive quand même à placer un running knee, donc une sorte de finisher de Daniel Bryan, mais ça ne suffit pas. Ensuite, Morrison qui revient, qui fout des kicks à droite à gauche aux zombies. Par moment, il monte sur les rambardes à l'extérieur pour séparer à la base le public et les catcheurs. Il monte dessus, mais il met 3 heures à se relever. Du coup, t'as des zombies qui l'attrapent et du coup, il se retrouve alpagué par les zombies, quoi. Ensuite, comme ça a déconcentré The Miz, hop, Damien Priest en profite, il fait son finisher. Attends, il fait vraiment son finisher? Oui, il fait son finisher, et du coup, Damien Priest remporte le match. Et ensuite, Damien Priest, il part, et puis t'as tous les zombies qui montent sur le ring et qui commencent à moitié à faire des câlins à The Miz, hein, parce que ils sont censés être en train de le bouffer, mais tu les vois tous, ils sont juste là comme ça. C'est ridicule. Surtout que je me dis, en ambiance Halloween, ça aurait été génial, honnêtement. Sauf que là, on va arriver la semaine prochaine, The Miz, lundi, The Miz, il sera, aujourd'hui, quoi, ce soir, là, au moment où j'enregistre, The Miz sera toujours normal. Donc, techniquement, quand tu fais mort par un zombie, tu te transformes en zombie, mais bon. The Miz sera toujours normal. Cette histoire de zombies, alors soit ils vont en jouer un petit peu avec pour dire oui, mais les zombies, quand ils ont attrapé John Morrison, ça m'a déconcentré, machin. Ou si ça se trouve, ça va juste être totalement oublié, mais bon, vraiment, c'est un peu de la merde, quoi, parce que c'est même pas un angle qui va rester, quoi. C'est juste un truc pour dire, voilà, on a un film qui sort, donc on fait un angle pour faire de la pub à ce film, mais en réalité, on en a rien à foutre des zombies. Ouais, c'est un peu dommage parce qu'avec des vrais bûcherons et tout, le match aurait pu être pas mal. Il y a un bûcheron qui aurait pu en traite attaquer Damien Priest, faire gagner The Miz pour dire oui, voilà, The Miz a gagné, mais en trichant entre guillemets. Mais là, non, c'était vraiment nul comme match. Moi, je préfère un vrai match des bûcherons comme j'en voyais quand j'étais enfant, et pas un machin comme ça avec des zombies juste pour faire de la pub à un film, et non pour que ça desserve le match. Enfin, pour que ça serve au match. Ensuite, on a le 4e match, donc Bayley contre Bianca Belair pour le titre de SmackDown. Donc pareil, match très facile à pronostiquer.
Mais je suis quand même très content que Bayley revienne sur les rings. Parce qu'il faut savoir que mes deux catcheuses préférées sont Bayley et Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss qu'on ne voit plus catcher depuis qu'elle est dans son angle avec The Fiend. Et Bayley, ça faisait un moment qu'on l'avait pas revu catcher depuis qu'elle avait perdu le titre de SmackDown. Donc là on la revoit petit à petit. Je trouve un peu dommage qu'elle ait un match pour le titre aussitôt. Bon, je me doutais qu'elle allait perdre, mais je trouve un peu tôt. Voilà, même si je suis très content de la revoir catcher. Voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'intro de ce match. Donc ouais, s'il y a quelque chose qui me revient, je le dirai. Donc j'ai noté un moment une suplex de Bianca Belair pour ramener Bayley dans le ring. Donc voilà, Bianca Belair a montré quand même toute sa puissance en début de match. Elle a quand même bien dominé. Bayley qui soulève Bianca pour faire une suplex et la relâche sur les escaliers. Alors ça, c'était énorme parce que vraiment, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Bianca Belair qui fasse une suplex et fasse tomber Bayley dans les escaliers. Au final, c'est la championne qui se les prend en plein ventre et ça, je m'y attendais pas du tout honnêtement. Ensuite, ah oui, ça c'est un petit défaut, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas pu trop prévoir. Mais en fait, à un moment, Bayley fait le décompte sur Bianca Belair et en fait, Bianca Belair la rejette. En fait, quand la rejette, Bayley sort du ring. Elle est carrément éjectée en dehors du ring, sauf qu'en fait, ses pieds tapent dans la caméra et en fait, je sais pas trop c'est quoi, mais on voit un petit machin noir là qui rentre dans l'écran et ça fait un peu bizarre. Mais bon, après, c'est pas trop leur faute à mon avis. Ils pouvaient pas s'attendre à ce que, quand Bayley passe, que ses pieds tapent dans la caméra. Ensuite, on a une descente du coude de Bayley, mais qui ne suffit pas. On a un suicide dive raté de Bayley. Ensuite, on a Bianca, après ça, qui l'attrape. Alors, elle l'attrape un peu comme le finisher de... je sais plus, il y a quelqu'un qui fait un finisher comme ça, mais en gros, elle le prend les bras comme ça, et du coup elle part et elle la repousse comme ça, boum, le ventre dans le tablier, donc ça devait faire assez mal. À un moment j'y ai cru, Bayley qui place son finisher, le Bayley to Bayley, et au final non, ça ne suffit pas. Ensuite, oui, j'ai mis Bayley qui se prend pour Gibbs. Parce que comme le compte il se remet pas, elle s'assoit, t'as Bianca Belair qui est allongée à côté, et là lui met une claque derrière la tête, ça m'a trop fait marrer, du coup j'ai tout de suite pensé à Gibbs de NCIS, qui est un pro pour les claques derrière la tête. Mais voilà. Et ensuite j'ai mis Bianca Belair qui gagne sur un petit paquet en fait, parce que juste avant, quelques minutes avant, Bayley avait essayé de gagner en fait en s'appuyant sur les cordes pour faire le tomber, ce qui est interdit. Et au final, Bianca Belair va faire un petit tombé en fait en bloquant les jambes de Bayley avec ses cheveux. Et du coup, victoire de Bianca Belair qui conserve le titre. Et du coup, je pense que là, après la rivalité Sasha Banks-Bianca Belair, on part sur une rivalité Bianca Belair-Bayley. Donc, je vais dire que j'en suis plutôt satisfait parce que voilà, j'adore Bayley. Même si son nouveau look, là, sa nouvelle coupe de cheveux, je trouve ça un peu moche, mais voilà, on n'est pas là pour aimer les gens pour leur coupe de cheveux, mais plus pour leur façon de catcher, et Bayley catch super bien, même si, bon, pour un match retour, son premier match depuis qu'elle avait perdu son titre, enfin, elle avait fait un ou deux matchs après avoir perdu son titre, mais on va dire que ça fait quand même quelques mois qu'elle n'avait pas catché, et c'est vrai que bon, c'est pas le meilleur match qu'elle ait fait, mais bon, pour un match depuis son retour, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a eu Drew McIntyre contre Braun Strowman contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Alors là, on a eu un match plutôt pas mal, avec pas mal de choses à dire. Donc j'ai mis au début Bobby Lashley qui veut faire alliance avec Drew McIntyre pour affaiblir Braun Strowman. Sauf qu'au début, Drew McIntyre veut tout faire tout seul, donc Braun Strowman domine jusqu'à ce que les deux se mettent à céder en mettant notamment une suplex à deux sur Strowman. On a Strowman, alors ça j'étais très étonné parce que je n'aurais jamais imaginé voir Strowman faire ça, mais Strowman, enfin t'as Bobby Lashley dans l'attaque sur l'extérieur du ring, Strowman qui se ramène en courant sur le tablier, qui fait un salto pour atterrir sur ses deux adversaires, c'était impressionnant, alors ça je m'y attendais pas et c'est ce que j'aime voir dans le catch, des choses auxquelles on ne s'attend pas, et justement un mec de 2 mètres comme ça, comme Braun Strowman, de mastoc,
en général qui est là pour être les grosses brutes, les monsieur muscle, là qui te sort des trucs aériens, et ben ça j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, Chokeslam de Braun Strowman sur Bobby Lashley, qui ne suffira pas bien sûr. McIntyre, alors là j'ai noté un petit défaut dans la cohérence du match. Vous allez comprendre. Alors personnellement ça m'a pas empêché de kiffer le match, parce que je pense que c'est peut-être un des matchs où j'ai été le plus investi, alors que pourtant la storyline elle est pas ouf. Mais j'étais ultra investi dedans parce que voilà, ça bougeait tout le temps, c'était pas mou comme le dernier match qui est un peu mou mais vraiment pas mal aussi. Mais là il y a un problème de cohérence dans le match parce que à un moment Drew McIntyre fait un zigzag. Donc zigzag c'est un peu le finisher de Dolph Ziggler, donc en fait il arrive derrière, il saute, il t'attrape par l'épaule ou voilà et il se laisse tomber, boum vous tombez, voilà. Ça, c'est le zigzag. Drew McIntyre le fait à Braun Strowman, il fait le tombé, 1, 2, et Bobby Lashley casse le tombé. Ça veut dire que si Bobby Lashley n'était pas intervenu, Braun Strowman aurait perdu. Et ensuite, Braun Strowman se prend un chokeslam mais ultra vénère de Bobby Lashley, et là, il y a le décompte, 1, 2, Braun Strowman se dégage du compte. Et là, en fait, le problème de cohérence, il est dans le scénario, parce que vous me dites, oui, vous me direz, mais Braun Strowman, s'il n'a pas réagi, c'est parce que, voilà, dans le scénario, Bobby Lashley doit intervenir. Donc oui, c'est vrai. S'il n'a pas réagi, c'est parce que, effectivement, le scénario est écrit de manière à ce que Bobby Lashley intervienne pour casser le truc. Mais le problème, c'est que, au niveau de la puissance de Braun Strowman, c'est pas du tout cohérent, parce qu'il se prend un zigzag tout pourri, et il est KO, et à côté il se prend un chokeslam qui est quand même un finisher de l'Undertaker qui est une légende, de Big Show qui est une légende, de Kane qui est une légende, donc c'est quand même un finisher qui est réputé pour être quand même bien pété à la WWE, et là il s'en relève. Alors que le zigzag qui est juste le finisher de Dolph Ziggler, donc quand même un grand champion intercontinental, mais c'est pas non plus un des plus grands champions comme l'Undertaker. Voilà, et là, il s'en relève. Donc je pense que dans ça, ça aurait été plus logique que au moment du zigzag, il se relève, et qu'au moment du chokeslam, Drew McIntyre intervienne pour casser le tombé. Je pense que ça aurait été plus cohérent en fonction de la puissance de Braun Strowman. Mais honnêtement, voilà, moi je suis là pour analyser un petit peu les choses, dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, je suis pas là pour dire le match est bien, le match est nul. Honnêtement, même si je trouve que c'est un gros défaut, j'ai quand même kiffé ce match. Pardon. Ensuite, Lashley qui prend Drew McIntyre sur les épaules et l'envoie dans le poteau de ring, c'était plutôt pas mal. En plus, juste après, quand il se retourne, t'as Braun Strowman qui arrive, qui lui fout un coup. Alors, il lui fait pas un coup parce qu'il tape avec les escaliers, sauf que Lashley met ses bras, donc au final, surtout ses bras qui prennent cher. Bon, après, il s'en prend un deuxième dans la tronche. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lashley. Okay. Ah ouais, là aussi il y a eu un problème, alors qu'il n'y a pas des captures, mais du montage. Du coup, moi j'ai été complètement perdu. Parce qu'en fait, dans le montage, ils ont voulu remontrer le moment où Braun Strowman met des coups d'escalier sur Bobby Lashley. Et puis là, d'un coup, quand on revient à l'image normale, on voit Lashley et Drew McIntyre côte à côte. Alors que les deux sont censés être complètement éloignés. Et là, du coup, ils remettent un flashback où on voit Drew McIntyre mettre le Claymore Kick à Braun Strowman qui se retrouve éjecté de l'autre côté de la barricade. Et c'est un peu dommage, je pense qu'ils auraient dû attendre un petit peu parce que juste avant qu'ils mettent le flashback, il y a au moins une petite minute qui passe et là on se dit mais merde, il est où Braun Strowman? Pourquoi est-ce que là Drew McIntyre il est à côté de Bobby Lashley? J'étais complètement perdu, mais là c'est plus à cause de la façon de monter cette partie du match. Mais voilà. Du coup ensuite, Drew McIntyre et Lashley qui sont sur la rambarde. Drew McIntyre essaye de faire une suplex. Bobby Lashley la contre, il se retourne, il fait une suplex sur la rampe. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les termes du catch, c'est la partie où on descend vers le ring, quoi. Ensuite, un peu plus tard, on a Drew McIntyre qui projette Lashley dans des panneaux de LED, donc il traverse carrément, et en plus apparemment ça descend, donc il est éjecté dans le vide à travers un panneau de LED, donc c'était assez impressionnant. Sauf que du coup on a Braun Strowman qui revient, je sais plus ce qu'il fait.
Ouais, non, ouais, je sais plus ce qu'il fait. En tout cas, au bout d'un moment, Strowman et McIntyre se retrouvent sur le ring. Braun Strowman fait une senton bomb, mais ça ne suffit pas. Braun Strowman contre le Claymore Kick avec une powerbomb à travers la table de commentateurs. Alors là, au moins, on pouvait pas se dire oui, ils vont le faire, parce qu'ils ont même pas cherché, parce que souvent, quand la table de commentateurs est détruite, souvent t'as les catcheurs qui enlèvent les trucs, hop, ensuite ça bouge un petit peu, et puis ça revient, boum, ça casse la table. Là, au moins, il n'y a pas eu ce truc en mode oui, bon, quand est-ce qu'ils reviennent à la table pour la casser, parce que là, bon, soit il chope Drew, plouf, il éclate sur la table sans rien enlever, donc c'était plutôt pas mal, parce que du coup on s'y attendait pas forcément. Ensuite, quand il remonte dans le ring, pas Strowman, Drew McIntyre réussit à placer le Claymore Kick finalement. Après l'avoir placé, il y a Lashley qui intervient, qui le jette à l'extérieur du ring. Il fait son finisher sur Strowman. Non, oui, enfin, de toute façon, le Spear, c'est un de ses finishers. Parce que je pensais à l'autre, là, qui a sur l'épaule et qu'après, il écrase au sol. Là, il fait le Spear sur Strowman. Donc ensuite, le compte 1, 2, 3. Donc victoire de Bobby Lashley qui reste au champion. Et là, c'est quand même plus logique. Strowman, qui est censé être un monstre, il s'est pris quand même les 2 finishers à la suite. Donc là, c'est logique que Strowman soit KO après un Spear et un Claymore Kick. Mais voilà, le match j'ai trouvé sympa. Après, j'aurais peut-être aimé avoir un nouveau champion, peut-être Strowman, parce que Strowman n'a jamais eu ce titre. Donc je pense que voilà, il mériterait aussi d'avoir le titre. Enfin, moi personnellement, j'aime bien Braun Strowman, j'aime bien Lashley. Bon, j'ai un peu de mal avec Drew McIntyre, mais bon, Drew McIntyre est quand même un bon catcheur. C'est juste que ce qu'ils en font avec, ça me plaît pas du tout, mais ça reste un bon catcheur. Les 3 sont très bons, donc en fait, n'importe lequel des 3 gagnait, de toute façon j'aurais été content parce que j'ai pas un favori parmi les 3, mais les 3 je les trouve bons. Donc voilà. Ensuite, le 6ème match, on a Roman Reigns contre Cesaro pour le titre universel. Donc là, pareil, malheureusement, on a un beau match avec une fin totalement prévisible, comme le match de Bayley, comme le match de Rey Mysterio et tout ça. Parce qu'on se doute bien que Roman Reigns n'allait pas perdre le titre contre Cesaro. Même si honnêtement à un moment j'ai vu une petite vignette, alors j'avoue qu'en général je les regarde pas, et là j'en ai vu une petite où on a Jimmy Uso qui est en train de causer avec le Roman Reigns et tout du match du soir. J'ai pas trop fait attention à ce qu'il disait parce que j'avais pas les commentaires en français, mais globalement ça parlait du match du soir, donc je me suis dit est-ce qu'on va avoir une intervention de Jimmy Uso? Je l'ai attendu, et au final Jimmy Uso n'est jamais intervenu, donc bon... Voilà, un peu un pétard mouillé là-dessus, parce que je pense que d'autres ont peut-être, comme moi, s'attendaient à ce que Jimmy Uso intervienne à un moment, surtout dans l'après-match. Dans l'après, je me suis dit, bon, il va quand même intervenir, mais non, toujours pas. Je le voyais bien, enfin, on en parlera après, mais voilà. Donc, comme je disais, encore un problème, Cesaro qui arrive avec un dentier de vampire. Et là, je me dis, mais est-ce qu'on est en octobre-novembre, là? Est-ce qu'on est à Halloween? Parce que... on a des zombies, maintenant on a un mec avec des dents de vampire. Ou enfin c'est quoi le thème? C'est WrestleMania Backlash de l'horreur ou je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi il a un dentier de vampire. Alors je sais que d'habitude je crois qu'il a un truc de boxeur, si j'ai bonne mémoire, Cesaro, parce que j'ai vu très peu de matchs avec, parce que je suis pas fan du tout de Cesaro. Mais là c'était bizarre, surtout que les zombies n'ont pas de dents de vampire. Je me suis dit, ça doit encore être un truc pour faire un clin d'œil au film Army of the Dead, sauf que bah, les zombies ils ont des dents normales, normales comme tout le monde, donc ils ont pas de dents pointues comme les vampires, donc c'est bizarre ce dentier, mais bon, après hein, c'est les choix des bookers. Hein, voilà, pareil, si on avait été à Halloween, j'aurais trouvé ça cool. Là on est en plein mois de mai, je trouve ça un peu inutile, mais bon c'est comme ça, c'est pas de sa faute. J'ai mis un moment un bon shoulder avec qui va appuyer sur les cordes de Cesaro. Alors à un moment il va sur les cordes et en fait il fait il tourne à moitié sur lui-même comme une balle et avec un bon coup de biceps là, de bras,
dans Roman Reigns, c'était vraiment très beau. À un moment, on a Samoan Drop de Reigns, Cesaro qui arrive à contrer le Superman Punch avec un coup de manchette. Bon, normalement, les coups de manchette, normalement, c'est entre les jambes, mais bon, vous avez compris le système, hein, c'est de faire ça. En plus, il le soulève bien au moment du Superman Punch, il le soulève bien, et là, bam, quand il redescend, il avait déjà fait la même avec Seth Rollins. Quand Seth Rollins avait voulu faire le stump, donc le stump c'est quand qu'il arrive au-dessus de ta tête, et puis que du coup il écrase ta tête au sol. Et là il avait fait un peu pareil au moment où Seth Rollins était en l'air, il s'était relevé et boum, coup de manchette dans la tronche de Rollins. Oui, j'ai redit Reigns, mais c'était Rollins. Mais voilà, c'était un peu le même système d'action que j'ai trouvé super cool. J'ai mis 16 ans, tu fais le Star Shooter, alors j'arrive jamais à prononcer cette prise, hein, qui est le finisher mythique, enfin le finisher, oui, finisher et prise de soumission mythique de Bret Hart. Donc voilà, dans une sorte de... avec une sorte de suicide dive. Hein, ah oui, il enchaîne avec une sorte de suicide dive. Je me disais quoi, comment est-ce qu'il peut faire une soumission et en même temps sauter à l'extérieur du ring? Oui, alors parce qu'ensuite, ouais, il enchaîne avec une sorte de suicide, parce que c'est pas un vrai suicide dive, le suicide dive c'est vraiment le fait de faire un salto, mais bon, c'est un peu dans le même principe, hein. Vous avez compris. Ensuite, une suplex de Cesaro depuis la deuxième corde, alors que Reigns était à l'extérieur du ring. Il avait déjà tenté de le faire une fois qui avait été raté, et là il le retente, et c'est vrai que c'est impressionnant au niveau de la puissance de Cesaro, parce que même si je l'aime pas, il a beaucoup de puissance, et c'est vrai que Reigns il est à l'extérieur, et puis il le chope, il le remonte, et là boum, suplex, génial. Ensuite, Reigns. Ah oui, à un moment, Cesaro, parce que c'est vrai que Cesaro il a pas mal le voltigé, hein, ce soir, enfin ce matin, parce que j'ai regardé le match ce matin. Mais en gros, il y a un moment, il saute dans les cordes pour se retourner, pour faire je ne sais quoi, sûrement un petit coup de bras, et là il se prend le Superman Punch dans la tronche. Bon, ça ne suffira pas. Et ensuite, alors là, gros problème en soi de pas de cohérence dans le match, mais au niveau des autres catcheurs, parce que tu te dis, mais les catcheurs qui ont affronté Reigns, ils étaient tous débiles ou quoi? Honnêtement, on a le droit de se poser la question s'ils sont pas débiles, les gens qui affrontent Roman Reigns, hein. Parce que Reigns fait la guillotine à Cesaro. Cesaro, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, boum, powerbomb. Bah oui, l'autre il s'accroche à toi et t'as que ça à faire, pourtant c'est pareil. Les trois quarts des gens qui ont fait Roman Reigns qui ont subi la guillotine, ont juste subi la guillotine et ils ont perdu. Tu dis, il n'y en a aucun qui a eu l'idée de faire une powerbomb. Surtout des mecs, par exemple, comme Kevin Owens, qui est quand même suffisamment costaud pour soulever Roman Reigns. Enfin, bon, c'est un petit détail, mais bon, je me suis dit, mais il y a vraiment que Cesaro qui a pensé à ça, donc c'est quand même logique. Mais bon. Ensuite, un deuxième char stopper de Cesaro. Roman Reigns s'approche des cordes, du coup il transforme la prise de soumission en une sorte de mélange entre le Bunk Statement et le Yes Lock. Enfin, voilà, si vous voyez à peu près ces prises là, du coup c'était une soumission un peu dans ce style là, sauf qu'au final Reigns va réussir à s'en sortir. Et ensuite Roman Reigns fait une deuxième guillotine, et là, malheureusement pour Cesaro, c'est la défaite, puisque comme il ne réagit plus, l'arbitre annonce la défaite de Cesaro, et donc Roman Reigns conserve son titre. Et on avait quand même une belle fin, parce qu'on a Jey Uso qui se ramène dans le ring, avec une sorte de collier tout rouge, donc je sais pas trop c'était quoi là sur le collier. Ça fait un peu les trucs comme les dents de requin là quand on est gamin, qu'on a des machins comme ça là. Enfin moi j'aimais bien c'est un peu truc de surfeur là, j'aimais bien quand j'étais gamin, mais bon. Un petit truc comme ça, tout en rouge et tout, puis là t'as Roman Reigns qui met la ceinture sur son épaule, et puis Jey Uso qui lui met le truc autour du cou, c'est beau. Et Jey Uso décide de casser la gueule à Cesaro, donc il envoie un super kick, il le tabasse un peu, il monte sur la troisième corde, et au moment où il s'apprête à faire son splash, donc le finisher des Usos, on a Seth Rollins qui se ramène, et au début on a un face à face entre Rollins et Roman Reigns,
Et d'un coup, Seth Rollins se met à être mort de rire et tout, et il commence à dégommer Cesaro. Du coup, Uso, Reigns, tout ça, hop, ils s'en vont. Et du coup, Roman Reigns fait sa fête à Cesaro, il prend une chaise, il lui bloque le bras dans la chaise, il prend la chaise et il explose son bras comme ça sur le coin de ring. Ça devait pas être très agréable. Et ensuite, au moment quand quand Cesaro est à quatre pattes par terre, que fait Rollins? Il fait le fameux stomp pour se venger de la défaite qu'il a subie à WrestleMania. Donc voilà, plutôt un bon show. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable. Voilà. Après, on avait quand même quasiment que des beaux matchs d'annoncer, mais c'est vrai qu'après WrestleMania, je m'attendais à ce que ce soit un peu mou et un peu chiant. Surtout, en plus, le problème, c'est qu'en plus, c'est un show qui se veut comme étant une sorte de suite ou de truc à WrestleMania. Bon, ça c'est raté, hein. Ça n'a pas la même puissance qu'un WrestleMania, hein. Je pense qu'entre Roman Reigns, Cesaro et Roman Reigns contre Edge, contre Daniel Bryan, je pense que dans l'histoire on retiendra plus Roman Reigns, Edge, Daniel Bryan que Roman Reigns, Cesaro, même si le match était très bien. Mais dans l'autre, il y avait tellement d'intensité, de rebondissements et tout, que c'est sûrement toujours l'un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année, hein. Mais voilà. Je voulais juste revenir sur un point, donc sur ce qui s'est passé samedi, au niveau de la défaite de Nia Jax et Shayna Baszler avec les titres féminins par équipe. Donc effectivement, elles ne sont plus championnes par équipe, maintenant c'est Natalya et Tamina. Alors je suis content et pas content de cette décision de la WWE, parce que d'un côté, je ne suis pas content pour deux raisons. La première, c'est que je déteste Natalya. Voilà, c'est la catcheuse que j'aime le moins à la WWE. Et on la fout championne par équipe alors que elle est nulle dans un ring. Alors oui, certes, il y a 20 ans, 30 ans, elle était sûrement géniale. Mais aujourd'hui, elle vaut plus rien dans un ring et on lui fout un titre. C'est comme Goldberg qui sait faire que 2 prises et qu'on le met champion universel. Je déteste quand la WWE fait ça. De mettre des gens qui ne savent quasiment plus catcher juste parce qu'ils ont un gros nom, parce que Natalya, c'est la famille de Bret Hart, de Owen Hart, donc une famille mythique du monde du catch. Et là, on lui fout un titre comme ça. Bon, on la fout avec Tamina en championne. Bon, Tamina, je la connais pas plus que ça. Mais bon, après elle aussi, c'est la fille d'un ancien catcheur, voilà, du Hall of Fame et tout. Donc, son premier titre, entre guillemets, puisqu'elle a déjà eu le 24/7. Mais bon, là, on dit que c'est juste son tout premier titre. Donc, je suis content pour elle, même si je trouve pas que c'est une très très bonne catcheuse. Mais je suis quand même déjà plus content pour elle que pour Natalya. Et le deuxième point où je suis déçu, c'est que c'est pas une vraie équipe. C'est ce que je vous ai dit à WrestleMania. Toutes les équipes qui se sont affrontées, c'était des équipes un peu prises comme ça. On s'est dit, bon bah tiens, tous ceux-là, là, ils sont pas en combat pour le titre solo. Donc allez, hop, on va mixer les gens, faire des équipes pour faire un tournoi, un gauntlet match, match par équipe. Mais Natalya Tamina, c'est pas une vraie équipe. Il y avait je sais plus, Lana avec Naomi, une connerie comme ça, c'est pas une vraie équipe. Dana Brooke Mandiro, c'est pas une vraie équipe. La seule vraie équipe qu'on avait à WrestleMania, c'était Liv Morgan et Ruby Riott qui formaient le Riott Squad avec Sarah Logan, qui personnellement je sais même pas ce qu'elle devient celle-là. Si quelqu'un le sait, mettez-moi en commentaire ce que devient Sarah Logan parce que j'en ai aucune idée. Mais ces trois-là formaient le Riott Squad et ça depuis quelques années. Donc Sarah Logan ne fait plus partie de l'équipe, mais on a toujours Liv Morgan et Ruby Riott qui forment toujours le Riott Squad. Donc on a une seule vraie équipe qui existe depuis des années et on leur donne même pas le titre. Alors qu'elles font vraiment un travail d'équipe. Et je trouve ça assez naze qu'on donne le titre à Natalya et Tamina juste parce que ce sont des enfants de légendes, de Hall of Fame, ou font partie de la famille d'anciens Hall of Fame et tout. Enfin, pas d'ancien Hall of Fame, mais d'actuel Hall of Fame plutôt. Mais voilà, je trouve ça vraiment naze comme décision. Là où je suis content que Nia Jax et Shayna Baszler aient perdu les titres, c'est que vous savez, je l'ai dit à WrestleMania, j'adore Shayna Baszler. Et je pense que, et c'est ce que j'espère que va faire le WWE,
J'espère que Shayna Baszler va enfin partir sur un titre solo. Surtout que Shayna Baszler et Rhea Ripley ont une grande histoire de rivalité à NXT. Donc je trouvais ça énorme que les deux femmes continuent un peu leur guéguerre à Raw. C'était deux des meilleures catcheuses de NXT, donc j'aimerais tellement les revoir les deux s'affronter à Raw. Ce serait énorme. Et moi je veux que Shayna Baszler ait un titre en solo, parce que oui, je préfère quand même Shayna Baszler à Rhea Ripley. Mais voilà, après ça c'est mes goûts. Mais voilà, moi toute la partie là, Shayna Baszler en championne par équipe, pour moi c'est une pure, genre, je l'adore, je suis content. Elle a été nommée 2 fois championne par équipe, ou 2 ou 3 fois. Voilà, c'est super, elle a au moins eu un titre, mais j'aurais préféré qu'elle aille sur un titre solo. En plus, elle était bien partie quand elle avait dégommé Asuka et tout le monde à Elimination Chamber. Elle arrivait à tenir tête à Becky Lynch. Becky Lynch, qui est une des plus grosses stars avec Charlotte Flair et tout. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué sur cette lancée-là avec Shayna Baszler? Alors, du jour au lendemain, ils se sont dit, allez hop, on a Nia Jax qui est toute seule, on va la foutre en équipe avec Nia Jax. Oh putain. Mais bon, voilà. En tout cas, à voir l'avenir de Shayna Baszler et Alexa Bliss, qui en fonction apparemment des angles risquerait de retourner catcher. Donc voilà, ça se trouve, mes 3 catcheuses préférées vont bientôt toutes retourner dans le ring, dans des carrières solo. Donc voilà, surtout pour Shayna Baszler, parce que bon, Alexa Bliss et Bayley sont déjà en solo, mais voilà, j'ai envie de revoir les 3 en solo et puis des victoires sur des titres. Allez. On va s'arrêter là pour cette review qui va être très longue malheureusement, mais bon, beaucoup de choses à dire. Petite digression sur le film Army of the Dead, mais on vous fera une petite vidéo quand le film sortira, on verra s'il valait vraiment le coup. Et bah voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah non, juste une annonce sur une vidéo à venir. Voilà, parce que j'ai reçu ceci. Alors vous, les fans de catch, vous ne savez pas ce que c'est. Mais si, des gens qui regardent la K-pop, ou voilà, ce sont mes albums de ITZY, voilà. Mes 3 versions de Guess Who, et du coup que l'on va recevoir, enfin que je viens de recevoir, et qu'avec le maître d'Anacalypsy, là, on va ouvrir quand il va rentrer du boulot. Normalement, là, il vient de finir le boulot, donc le temps qu'il rentre, qu'il mange, et on va tourner cette vidéo-là, ainsi que le petit comeback d'Espa, qui est sorti il y a déjà 4 heures, que j'attends depuis 4 heures pour le regarder, mais bon, voilà. Donc voilà, les petites vidéos prochaines qui vont sortir, si vous regardez que les vidéos de catch, mais que ça vous intéresse de voir des trucs sur la K-pop, en tout cas je vous conseille ces 2 vidéos-là qui vont venir. Voilà, surtout Espa qui est un de mes groupes préférés, bon ITZY aussi, mais là c'est plus une ouverture, une sorte de unboxing, le tout premier de la chaîne, donc voilà. Allez, salut les Anacalypsiens, et à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le catch. Ciao!